Le passage des dernières décennies de la période Edo aux premières années de l'ère Meiji est certes passionnant, mais aussi incroyablement complexe. S'il y a bien eu un avant et un après, d'une société féodale et advenue un État-nation moderne, il n'est pourtant pas évident de parler d'une rupture radicale en un moment précis, comme le provoquerait une révolution. En effet, il est souvent raconté que la modernisation débuterait avec la restauration de l'empereur, qu'il serait ainsi l'initiateur de l'entrée du Japon dans le concert des États-nations, et qu'au contraire le shogunat appartiendrait à un passé quelque peu folklorique et incapable de s'extirper d'un Moyen-Âge romanesque. Mais les faits historiques sont loin d'être aussi simplistes. Bien avant l'ouverture du Japon par le commodore Perry en 1853, les effets de l'impérialisme et du colonialisme occidental y trouvaient déjà une résonance. Par exemple, en suivant Édith Dufourmont dans Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, je le cite, le jour même où les Chinois signèrent le traité de Nankin. Mettant fin à la première guerre de l'opium, le 29 août 1842, le Bakufu renonça à faire feu sur les navires étrangers sans sommation. Parallèlement, certaines écoles au Japon depuis la fin du XVIIIe siècle cherchaient à valoriser la figure impériale comme une source de légitimation unifiante. Ces écoles reprenaient alors les redécouvertes des textes anciens qu'avaient produits les études nationales, le Kokugaku. En suivant Pierre Lavelle dans son livre Pensée japonaise, je le cite, à partir de 1790, l'école de Mito produisit des écrits politiques, avec surtout la nouvelle thèse, 1825, d'Aizawa Saishisai. Puis Fujita Tooko qui lança le slogan « Révérer le Tenno, expulser les barbares », Sono Joi. Cette forme de doctrine impériale domina la pensée de 1825 à 1868 et fut à l'origine directe de la doctrine officielle du régime impérial. Mais en même temps, je me dois de noter qu'il n'était pas question à l'époque de nuire au shogunat. L'empereur pouvait d'ailleurs être un élément de légitimation du pouvoir shogunal. En effet, la valorisation de l'empereur sur le plan symbolique pouvait aller dans une direction politiquement favorable au shogun Tokugawa. Ainsi, d'après Shuichi Kato, dans son Histoire de la littérature japonaise, la puissance de la famille Tokugawa sur certains fiefs rendait impossible toute révolution. Je le cite, : Au demeurant, la vénération fanatique de l'empereur ne signifiait pas forcément opposition aux autorités en place. Une telle contestation eût en effet été impossible, car le seigneur du domaine de Mito était alors Tokugawa Nariaki. Il y a bien eu des tentatives de modernisation et d'ouverture sous le régime du shogunat Tokugawa. Par exemple, Sakuma Shozan appela à adopter les techniques occidentales. C'est d'ailleurs lui qui aurait inventé la formule « esprit japonais, technique occidentale ». Sous cette orientation était fondé l'Institut pour l'étude des livres barbares en 1857. Cette structure serait le premier prémisse de l'université de Tokyo. Elle aurait permis d'importer les notions de base pour constituer un État moderne. D'après Édith Dufourmont dans Nakai Chomin et le républicanisme français, je le cite, : La fonction de l'Institut pour l'étude des livres barbares permit un effort systématique de traduction en japonais des termes juridiques et politiques, et le vocabulaire actuel pour ces termes en est issu. Dans une même dynamique, des intellectuels ont été envoyés à l'étranger. C'est eux qui introduirent en premier des notions de droit, d'économie, encore de philosophie. Je cite Édith Dufourmont, : Nishi Amane forgea les mots japonais pour les notions de philosophie. Tsudama Michi fut l'auteur du premier ouvrage en japonais sur le droit. Fukuzawa Yukichi fit lui partie des premières ambassades à l'étranger. Il connut un succès immense à l'époque en dressant une somme encyclopédique pour faire connaître dans les moindres détails les sociétés et les États européens et américains, qui présenta une source de première main pour les dirigeants comme pour les sujets. Ainsi, l'importation de notions occidentales et les premières ébauches d'institutions modernes n'ont pas attendu Meiji pour apparaître. Il y a même eu des propositions de nouvelles organisations étatiques. Le dernier shogun, le Tokugawa Yoshinobu, aurait fait écrire à Nishi Amane un projet de constitution avec un parlement. Ou encore, je cite Dufourmont, : Yokoi Shonan propose également une réforme totale du shogunat sur le modèle européen. Il fut l'un des premiers à évoquer la nécessité de créer une assemblée nationale, néanmoins limitée aux seigneurs, et attribuer au shogun un rôle de premier ministre. L'étincelle qui semble avoir fait exploser le système shogunal au profit d'une ère impériale n'est pas la modernisation dont aurait été incapable le pouvoir féodal, mais elle serait plutôt liée à la dynamique revancharde des fiefs de rang inférieur, appelés Tozama, qui ont su profiter des changements pour tirer leur épingle du jeu politique. Ce sont eux qui ont réussi à accaparer la figure de l'empereur durant la guerre du Boshin, qui écroulera le règne des Tokugawa. Je cite Dufourmont, : La véritable conscience d'une remise en cause de l'ordre féodal se retrouva paradoxalement chez les principaux bénéficiaires, les guerriers, car beaucoup d'entre eux étaient partisans des réformes. Les futurs dirigeants du Japon de l'ère Meiji étaient d'ailleurs tous des guerriers de bas rang qui se hissèrent tous à des postes élevés malgré leur naissance modeste.
Les années 1860 sonnaient l'heure de ces hommes nouveaux. Le passage de l'époque Tokugawa à celle de Meiji fut, semble-t-il, plus un conflit entre des hommes, entre des guerriers de fiefs de haut rang et de bas rang, qu'un conflit entre des idéologies. La représentation d'un passéisme féodal des Tokugawa pris dans une xénophobie radicale de l'étranger et soumise à un idéalisme de type guerrier, au sein d'un pouvoir qui serait incapable de toute réforme, cette image grossière est donc bien un mythe. Ainsi, Pierre-François Sully explique dans Moderne sans être occidental, je le cite, : Vers 1867-1868, la plupart des anciens partisans de l'expulsion des barbares étaient convaincus que la seule politique possible pour le pays consistait en son ouverture maîtrisée et en l'assimilation rapide des technologies occidentales. On comprend dès lors pourquoi les samouraïs hostiles aux étrangers et partisans de leur expulsion vers 1860 furent, moins de 10 ans plus tard, ceux qui portèrent à bout de bras la modernisation accélérée du pays. Si ce sont des samouraïs qui ont eu le pouvoir avant la restauration de 1868, ce sont aussi des samouraïs qui ont eu le pouvoir après. Simplement, ce n'étaient plus les mêmes fiefs qui dominaient le jeu politique. Avec la figure de l'empereur comme centrale à un État souhaitant devenir un État-nation, quelque chose d'une centralisation au moins symbolique s'est alors mise en place. Elle était à la fois moderne et anhistorique. Une ambiguïté politique est alors apparue entre un retour allégorique aux institutions impériales du 8e siècle et des réformes permettant la construction d'une unité nationale toute moderne. Le 11 juin 1868, l'empereur a promulgué un texte nommé Sei Taisho, document sur le mode de gouvernement. À ce propos, je cite Eddie Dufourmont, : Dans leur texte, les auteurs recréèrent une institution ancienne en guise de représentation du pouvoir, le Dajōkan, Conseil d'État, mais en réalité il n'avait que peu de rapport avec lui. Un principe nouveau était introduit, repris de la Constitution américaine, celui de la séparation des pouvoirs. L'année suivante, sous la pression de l'aile conservatrice, une réforme va abolir cette séparation des pouvoirs et va instaurer une nouvelle institution, le Jinjikan, qui sera en charge du shintoïsme. Les différentes officines du pouvoir prennent alors les noms de ministères du 8e siècle et semblent donc en continuité avec l'Antiquité. Néanmoins, sous des appellations antiques, ces réformes allaient dans le sens d'une refonte du corps social vers ceux d'un État-nation. Sur ce point, je cite Dufourmont, : La création des nouveaux organes de pouvoir était un préambule à la réorganisation de la société. Une nouvelle hiérarchie fut définie en 1869. Les 4 classes de l'époque d'Edo, guerriers, artisans, marchands et paysans, furent remplacées par 4 nouvelles. La noblesse, réunissant les grands seigneurs et les aristocrates de la cour, les guerriers d'échelon supérieur, les guerriers d'échelon inférieur et les roturiers, c'est-à-dire plus de 90% de la population. Si dans cette nouvelle hiérarchie il se trouve bien 2 classes de guerriers, le gouvernement va petit à petit les éliminer en les assimilant de la classe des roturiers, cela en autorisant le mariage entre classes en 1870, ou encore en encourageant la démission du statut de guerrier contre des indemnités dès 1873, mais aussi en supprimant les marques distinctives du chignon et du port du sabre en 1876. Parallèlement, des transformations ont eu lieu sur le plan territorial. Tout d'abord sur le plan intérieur, les seigneurs de fief furent interdits de battre monnaie, de nouer des alliances. Puis les domaines des fiefs ont été transformés en départements gérés par des fonctionnaires. Par exemple, un décret impérial de 1871 supprime le statut de domaine. Je cite Dufourmont, : Une fois les domaines éliminés, la modernisation put aller en accélérant. Les départements passèrent de 302 à 70, puis en 1872 à 43, leur nombre actuel. Sur le plan international, 2 interrogations se posèrent, celle des frontières et celle de la diplomatie, et particulièrement ce qui concerne les traités avec les autres nations. Sur la question des frontières, il s'agissait d'assimiler le système des nations européennes, c'est-à-dire en suivant Philippe Pelletier dans Extrême-Orient, l'invention d'une géographie et d'une histoire, je le cite, : Le système westphalien de frontières linéaires strictes et confondantes qui superpose les limites monétaires, militaires, administratives et politiques. Le Japon plus ancien ne reposait pas sur ce type de système, mais sur le rapport de son territoire à la Chine. Je cite encore Philippe Pelletier. : Les relations internationales du monde sinisé, qui reposent sur la distinction entre civilisés et barbares, fonctionnent sur le tribut payé. Bien que l'insularité archipélagique en donne l'apparence, avec ses multiples îles plus ou moins tampons, habitées régulièrement ou non, et ses vastes espaces maritimes, le territoire sinisé du Japon des Tokugawa n'est pas vespalien. De ce point de vue, il y a eu nécessairement lors de la modernité l'invention d'une unité circonscrite dans des frontières précises et la légitimité d'annexion possible de territoires, comme par exemple ce fut le cas de l'île d'Ezo, c'est-à-dire Hokkaido, ou du royaume de Ryukyu, nommé aujourd'hui Okinawa.
Sur le plan diplomatique, la question centrale reposait sur la renégociation des différents traités imposés par les puissances impériales à partir de 1854 lors de l'ouverture forcée par les États-Unis. Ces traités, appelés traités inégaux, ont été imposés aux différents pays de la région sinisée. Ils se fondaient sur un déséquilibre économique au profit des nations impériales. Il était souvent le premier moment d'une colonisation. Il faudra attendre 1894-1895, c'est-à-dire après la Constitution et après que le Japon soit une nation autonome et puissante, pour que la signature de nouveaux traités commerciaux et territoriaux ait lieu et mettre fin à ces traités inégaux entre Japonais et Occidentaux. L'objectif de renégociation à égal des traités inégaux a été vraisemblablement un moteur central de la modernisation japonaise. Cela signifiait concrètement l'adoption d'institutions étatiques à l'image de celles des Européens. À titre d'exemple, le bâtiment du Lokomeikan achevé en 1883, un pastiche de l'architecture de la Renaissance, dans lequel les Japonais étaient invités à danser la valse à l'image des bals des puissances européennes, devait être le symbole envoyé aux puissances occidentales pour prouver l'égalité du Japon sur le plan culturel et institutionnel, dans le but de renégocier les traités inégaux. Tentative ratée d'un point de vue politique pour le Lokomeikan, puisque le résultat a souvent suscité la moquerie, chez les étrangers mais aussi chez les Japonais qui participèrent à la branche nationaliste. Un des moments forts de l'élaboration d'une diplomatie est ce qui a été appelé l'ambassade Iwakura, dans laquelle une grande partie du gouvernement, avec aussi des étudiants, ont accompli un tour du monde entre 1871 et 1873. Ce n'était pas la première délégation envoyée par le Japon, il y en a déjà eu des équivalentes à la fin du règne des Tokugawa, mais ce voyage est devenu le symbole d'un Japon qui s'ouvre au monde et qui apprend les institutions des États-Unis et de l'Europe. Voici la description de Pierre-François Sully dans Moderne sans être occidental. Je le cite. 2 points. Les grandes tournées d'État n'étaient pas encore une pratique répandue. De ce point de vue, la mission Iwakura prend un tour d'une extraordinaire modernité. La moitié du gouvernement japonais fut du circuit officiel, de Washington à Londres, puis Paris, Berlin et la plupart des grandes capitales européennes. Par la personnalité exceptionnelle de ceux qui composaient la délégation, autant que par le nombre et la durée du voyage, on pourrait décrire l'entreprise héroïque d'un jeune État parti à la découverte du monde. Tous purent mesurer l'hostilité de leurs interlocuteurs à la renégociation des traités. Le message des dirigeants était clair, réformez vos institutions, devenez un pays civilisé, et nous envisagerons de renégocier. Un autre moment impressionnant de l'élaboration de la diplomatie japonaise est l'établissement d'une relation diplomatique moderne avec la Chine par le ministre Soejima Taneomi en 1873. En effet, le système des États-nations suppose une relation d'égalité entre les États. Dans le cas de la relation entre le Japon et la Chine, le premier a été jusqu'alors vassalisé au second. C'est alors le moment d'une confrontation entre deux systèmes d'organisation, entre le modèle du Japon moderne et celui de l'espace sinisé, au travers de la séparation de deux modèles symboliques, celui des symboles nationaux et celui des rites de l'Empire chinois. Pour décrire cet événement diplomatique, je cite Philippe Pelletier, 2 points. Les Chinois sont habillés classiquement. Les Japonais s'évertuent à porter le costume et la cravate à l'occidental. Un haut dignitaire chinois s'étonne de la présence d'un étranger au sein de la délégation japonaise, ajoutant « Nous avons toujours passé des traités avant celui-ci, et nous n'avons jamais eu besoin d'étrangers. Pourquoi maintenant ?» Ce à quoi Soejima rétorque « Nous avons peut-être changé de vêtements, mais ils nous vont bien, très bien même. Et sur notre cuirassé que nous avons amené jusqu'en Chine, il n'y a pas un seul étranger. » En 2 répliques, l'ambiance est tracée, le vieil ordre rituel qui tente de perdurer en Chine face à l'adaptation moderniste, résolue et voulue du Japon. Le ministre Soejima se retrouve alors dans une situation complexe, car depuis une vingtaine d'années, les ambassadeurs étrangers attendent une entrevue avec l'empereur. Il y aurait en effet tout un jeu de subterfuges pour éviter à la Chine de construire une diplomatie moderne. Soejima aurait joué sur 2 tableaux pour réussir à passer devant les concurrents venant des puissances impériales. D'après Philippe Pelletier, je cite, 2 points. Soejima bluffe les Chinois en jouant sur leur terrain. Quand les Chinois lui signifient qu'ils ne reconnaissent pas les méthodes diplomatiques internationales élaborées au Congrès de Vienne, que le Japon accepte, il déploie devant son visage un éventail où sont inscrits les 5 principes confucéens. Il demande alors distraitement si la façon dont il est reçu correspond à 2 d'entre eux, la sincérité et le respect mutuel. Cette démonstration aurait eu pour effet de déstabiliser les interlocuteurs chinois. Il s'en est suivi une discussion sur la relation avec les étrangers, sur la nécessité d'une coopération entre la Chine et le Japon, pour pouvoir justement les contrer. Dès lors, Soejima aurait obtenu un rendez-vous avec l'empereur de Chine, mais aurait encore dû négocier des questions de rituel. Je cite. 2 points. Les Chinois réclament le cérémonial traditionnel d'obéissance. Face à l'empereur, l'hôte doit se courber 3 fois et s'agenouiller 9 fois. Les Japonais proposent 3 courbettes, conformes à l'étiquette internationale. Les Chinois refusent. Soejima joue alors son va-tout et annonce qu'il rentre au Japon. Les Chinois renoncent. L'entrevue avec l'empereur chinois a lieu.
Soejima passe en premier, vêtu à l'occidental en gardant son sabre. Suivent ensuite les ambassadeurs occidentaux. La victoire diplomatique est totale. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un jeu de protocoles et de symboles désuets revêt en réalité d'enjeux considérables. Tout en mettant en avant une forme de séduction et en affirmant une appartenance à une morale de type confucéenne, le ministre japonais transforme totalement la relation qu'entretiennent les deux pays et les fait entrer tous deux dans la logique des États-nations. Cette reformulation symbolique, morale confucéenne avec costume occidental, n'est pas sans rappeler les slogans prônant une âme japonaise et une technologie occidentale, mais la rupture avec l'ancien monde est ici radicale. Je cite Philippe Pelletier, : Symboliquement et concrètement, le vieil ordre planétaire chinois s'est brisé, ouvrant la route au nouvel ordre international dicté par le Japon et par l'Occident. L'universalité chinoise n'est plus, les nationalismes adviennent. Avec la modernisation sous Meiji, son centralisme à l'intérieur, sa diplomatie à l'extérieur, sans oublier le développement d'une économie industrielle et la construction d'une armée moderne, il a émergé au Japon une nouvelle entité avec laquelle l'État va maintenant devoir négocier. Il apparaît un peuple avec une demande de reconnaissance de droits civiques. Le mouvement pour les libertés et le droit des peuples, en 1874, est représentatif de cette dynamique, et c'est le dernier moment que je vais suivre dans cet épisode. Les mécontentements en raison de la centralisation du pays auraient été exprimés par deux groupes sociaux qui auraient particulièrement été mis à contribution. Il s'agirait des paysans et des guerriers. Les premiers étaient assommés de plusieurs impôts, ce qui les obligeait à s'endetter, et par ailleurs le gouvernement aurait laissé se produire une inflation considérable. Économiquement, les petits paysans avec beaucoup de difficultés. En ce qui concerne les guerriers, même s'ils venaient des clans qui avaient mis au pouvoir l'empereur la décennie précédente, ils perdaient petit à petit leur statut et pour beaucoup sombraient dans la détresse financière. La goutte de trop fut en 1876 l'interdiction du port du sabre et du chignon. Des révoltes de guerriers ont alors eu lieu, dont une qui dura 9 mois avec des guerriers de Satsuma. Ces révoltes ont toutes été anéanties par l'armée du gouvernement japonais. D'autres guerriers se sentèrent eux aussi spoliés de la victoire de 1868, alors qu'ils avaient pourtant contribué à la restauration de l'empereur. Plutôt que de conflits armés, ils décidèrent de rentrer en opposition politique avec les oligarques au pouvoir. Le cas du mouvement pour les libertés et le droit des peuples est le plus célèbre. Je cite Dufourmont, : Le point de départ du mouvement pour les libertés et les droits du peuple est généralement considéré par la pétition conjointe d'Itagami Taisuke, Goto Shojiro, Eto Shinpei, Soejima Taneomi, Yuri Kimimasa et 3 autres personnes le 17 janvier 1874. Dans le texte intitulé Mémorandum pour l'établissement d'une chambre délibératrice élue par le peuple, il demandait la création immédiate d'une assemblée représentative, seul moyen d'assurer l'unité du peuple et du gouvernement, la stabilité et la force de la nation. Ces samouraïs formeront le premier parti politique au Japon sous le nom de Aikoku Koto, Parti public des patriotes. Ils réclamaient des droits naturels et l'instauration d'une représentation politique au travers d'un parlement. Il me reste à noter que, je cite Dufourmont, : Leurs actions furent motivées par leurs ambitions personnelles autant que par le désir de défendre des mesures politiques progressistes. À partir de ce moment, de nombreux groupes et associations ont vu le jour et se sont amalgamés à ce mouvement pour répondre aux attentes. Je cite Dufourmont, : Les raisons pour expliquer une telle montée dans l'engagement politique de la population sont multiples. Tout d'abord, une bonne partie des partisans savaient lire grâce à l'effort fait à l'époque d'Edo pour répandre l'éducation élémentaire. Tout était mis en œuvre pour forger une langue nouvelle qui rompait avec le chinois classique et se rapprochait de la langue parlée. C'est pourquoi les journaux purent se répandre très rapidement. En 1878, il en existait près de 278, totalisant près de 38 millions d'imprimés. Cette dynamique allait préparer de futures batailles politiques avec notamment l'avènement de partis politiques et d'élections. Leurs débats se plaçaient dans la continuité de milieux intellectuels qui commençaient à se réunir publiquement. La caisse de résonance de tous ces mouvements politiques et intellectuels ont permis de rendre célèbre une génération de penseurs qui, malgré la grande diversité de leurs positions, ont été nommés les Lumières japonaises. Quelque chose du débat philosophico-politique des Lumières européennes s'est alors joué au Japon entre les années 1870 et la Constitution Meiji en 1889.